c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici, j'entends Celle qu'on le appelle la chien. Mona Lisa était mariée avec Monsieur Giocondo. Oui, oui. Mariée avec Monsieur Giocondo, on l'appelait la Gioconda. C'était exactement assez ça. facile, ou autrement dit la Joconde, quoi. Oui. Elle rentre au musée du Louvre en cette année 1797. Alors, qui l'achète à qui? Alors, c'est déjà acheté depuis longtemps pour une poignée de sous, j'ai envie de dire, à Oh. Léonard de Vinci quand il arrive en France, puisqu'il quitte l'Italie. François Ier est passionné par ce génie universel de la Renaissance. Et quand François Ier va en voyage en Italie et qu'il va chez le pape, il parle à Léonard de Vinci, puis il lui dit « Venez en France, j'ai quelques travaux à vous faire faire. Je suis en train de construire Chambord, j'ai besoin de quelques plans, etc. etc. » Dès 1515, il l'invite. Et l'année d'après, Léonard de Vinci, qui n'a plus personne qui servir en Italie, dit ben voilà, après tout, j'accepte. Et il monte sur son âne et il met dans ses sacoches 3 tableaux, parmi lesquels il y a la Joconde. Il traverse les Alpes à dos d'âne. À dos d'âne. Ça, c'est la légende, ça. Oui, mais c'est la vérité. Il est vraiment parti comme ça? Bien sûr. Bien sûr, comment voulez-vous voyager autrement en 1516 avec un peu une voiture. Non, une voiture, pas un carrosse non j'ai plus. bien compris. Une diligence, une voiture je sais attelée, pas, quoi. une voiture attelée, non? Oui, non, c'est vraiment. Parce qu'il avait un peu de sous quand même. Oui, mais il n'était pas richissime non plus. Hein. 3 tableaux. Oui, 3 tableaux, et dont la Joconde. Donc, quand il arrive au château de Cloux, vous savez, on avait fait des reportages pour montrer évidemment l'arrivée de Léonard. Chez Gonzague-Saint-Brice. Chez Gonzague-Saint-Brice, évidemment. Il arrive chez Gonzague, alors. Bon. On est en face d'Amboise, dans le manoir de Cloux, et c'est là qu'il est installé et il meurt 3 ans plus tard, en 1519. François Ier a acheté ce tableau, quelques milliers de florins, et il l'installe dans sa salle de bain. Et oui, c'est incroyable. Donc ça va passer de lieu en lieu. Dans son château. Oui, dans son château à Fontainebleau. Et puis après, Napoléon Ier va être fasciné par ce tableau. Il va le mettre lui aussi dans sa chambre à coucher. Alors moi j'ai une petite réponse sur le regard et le sourire de Mona Lisa. Je me demande si elle Pourquoi parce que tout le monde en parle, vous savez, ce sourire énigmatique, ce visage étonnant. Oui, c'est ça. Hein? Est-ce que ce Cette serait manière pas... de vous regarder Oui. un petit peu sur le côté, comme ça. Est-ce que ce serait pas parce qu'elle a vu tout nu François Ier et Napoléon Ier, finalement, Ah, ouais. en étant dans la salle de bain et dans la Mine de chambre? rien. Oui, mine de rien. Et Ça l'a fait peut-être sourire. qu'elle a sifflé. Pas mal. Pas mal, hein. Puis elle a eu le droit François Ier, oui, parce que c'était un très bel homme. Alors, elle a eu le Napoléon, droit... c'est la taille au-dessous. Oui, un petit peu. Allez, on regarde des images. Allez. Plus sérieusement, plus sérieusement. En tout cas, on va voir... Sérieusement, jamais de la vie. Non, on va voir. Donc voilà, ce regard énigmatique, évidemment, ce visage. Combien de scientifiques se sont penchés sur ce visage? Aujourd'hui encore, on essaye de comprendre pourquoi. Que regarde Mona Lisa? Puisque quand elle est peinte, elle vient de perdre une petite fille de 4 ans, et vous le rappeliez, c'est son mari, Francesco del Giocondo, qui a demandé à Léonard, le grand maître, de venir peindre le portrait de son épouse. Et finalement, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Léonard l'a encore par devers lui en 1516 lorsqu'il arrive en France? Et tout simplement parce que Francesco del Giocondo n'en a pas voulu. Il trouvait que ça n'était pas représentatif du visage de son épouse au moment de ce drame. Alors que regarde-t-elle? Les scientifiques ont dit qu'il regardait au loin. D'autres disent quand vous tournez autour du tableau, quand vous êtes face au tableau, on a l'impression que le regard vous suit en Elle vous permanence. suit, bien sûr, mais comme Alors là, tous les- on est en 1945, j'ai voulu vous montrer ces images parce que, évidemment, ça n'est pas le tableau de la Joconde. Il mesure 77 cm sur 53, mais c'est pour vous montrer que les œuvres ont été disséminées partout en France, Et cachées, cachées. sorties du Louvre pour être envoyées partout en France, et notamment dans le château de Chambord, où a séjourné quelque temps la Joconde. Alors, la Joconde, c'est pareil, ça n'est pas un tableau, ça n'est pas une toile. Il ne faut surtout pas dire la Joconde, c'est une toile, car c'est un panneau de peuplier. C'est donc peint sur du bois, la Joconde, et non pas sur une toile, comme pouvait l'imaginer à partir du XVIe siècle. Toutes ces craquelures, En probablement. plus, alors il faut la maintenir à l'arrière, et puis le bois travaille, on le sait. Donc il faut conserver tout cela à une certaine température. Tout cela, on le sait. Puis les scientifiques, je vous le disais, se sont tournés, alors, non seulement vers le visage, et puis en ce moment, il y a des Italiens qui cherchent depuis 2011 à retrouver le crâne de Madame de la Joconde. si je Oui, puis de dire, la Gioconda. Oui, oui. Alors, pourquoi? Gherardini, parce que pour essayer de comprendre si c'est bien son visage qui a été peint, pour voir si on trouve bien les mêmes mensurations. Alors, il y a ces scientifiques-là. Et puis, en 2017, figurez-vous, des scientifiques se sont à nouveau penchés sur le visage et ils ont trouvé ce qu'exprimait ce visage. En un mot. Une certaine mélancolie. Oui, eux, ils parlent du bonheur. C'est incroyable. Alors, je vous propose juste... Ça, c'est le bonheur. Oui, bah, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que ça devait être quand elle était triste?
Alors juste trois ouvrages, parce que ça vient de sortir, et c'est assez étonnant, parce que ce sont des travaux qui permettent de s'amuser. Il y en a un de François Divot, vous savez, notre confrère, qui propose un ouvrage sur la Joconde. Moi, Mona Lisa, c'est elle qui parle à la première personne, donc c'est assez surprenant, aux éditions de l'Opportun. Et puis il y a 500 ans après la création de la Joconde qui est révélée, c'est ce que propose ce livre. Là, c'est un gros ouvrage avec beaucoup d'images qui vous permettent de mieux comprendre ce qu'il y a dans ce tableau et derrière ce tableau. Et puis qu'est-ce qu'elle a donc, cette Joconde? Ça, c'est pour les juniors, et ça, j'adore évidemment, parce que dès qu'on raconte aux enfants, évidemment, ça donne une ampleur et un envol formidable. Elle était, Barry, le monsieur Giocondo, del Giocondo. Ouais. C'était un riche marchand. Oui. Non, pas un riche marchand, mais un riche habitant de Florence. Et surtout, Florence, il avait été 2 fois déjà veuf, pardon. Ah. Et ils avaient 16 ans d'écart. 16 ans. Elle avait 16 ans quand elle s'est mariée, et lui en avait 35. Donc plus de 16 ans d'écart. Merci. Il y a encore du foot dans cette saison. Ça s'arrête bientôt le championnat ou pas? En fait, c'est des championnats d'Europe pour les moins de 21 ans et la Coupe des Confédérations pour les plus âgés. Les championnats d'Europe de moins de 21 ans, la France n'y participe pas parce qu'ils ont été mis en qualification, mais on connaît les finalistes. Ce sera l'Allemagne face à l'Espagne. Je vous propose de regarder les demi-finales hier soir. Regardez, en demi-finale hier soir, l'Allemagne est venue à bout de l'Angleterre 2-2 à la fin du temps réglementaire et les prolongations. Donc les Allemands ont fait la différence lors des tirs au but, et sur cet arrêt de leur gardien, regardez, Pollersbeck sur l'ultime tentative de Nathan Raymond. L'Allemagne se qualifie pour sa première finale d'un Euro Espoir depuis 8 ans. En 2009, les Allemands avaient gagné. L'autre demi-finale opposait l'Italie à l'Espagne. Les Espagnols s'imposent 3-1 grâce à Saul Niguez, milieu de terrain de l'Atlético Madrid, auteur d'un triplé. L'Espagne a remporté le titre européen chez les Espoirs à 4 reprises. La dernière fois, c'était en 2013, William. Du foot encore avec la Coupe des Confédérations, je vous en parlais, qui oppose les champions continentaux des 6 confédérations, plus le champion du monde, plus le pays hôte. Et cette année, c'est la Russie. Dans le dernier carré, ce soir, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers portugais affronteront le Chili, et l'Allemagne défiera le Mexique. Et en finale, je connais la finale, William, le Portugal rencontrera le Mexique. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les prédictions de Nika, ours polaire résident du zoo de Moscou, digne successeur de Paul Le Poulpe. Vous vous souvenez, pendant la Coupe du Monde 2010, ce Nika, plantigrade oracle, a désigné les 2 prochains finalistes. Et il devrait officier pour la Coupe du Monde en Russie l'année prochaine. Donc on espère que ces prédictions sont plutôt bonnes. Il aura une mission supplémentaire. Il est payé pour ça, j'espère. Il est payé grassement avec des petits poissons. Voilà, Bon, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et le tennis, où ça en est? Ça en est pas bien, parce que Wimbledon débute dans quelques jours, et en ce moment, regardez ce qui se passe du côté de Londres. C'est les qualifications compliquées à cause de la météo à Londres. 5 Français devaient disputer leur 2e tour. Messieurs Alice, Bourg, Millot, Mathieu et Emery. Match reporté à aujourd'hui. Même chose pour les 2 Françaises en lice, Myrtille Georges et Amandine S, qui disputent elles leur 1er tour. William, écoutez-moi bien, une explication à distance entre 2 grands noms du tennis. Dimanche, sur une radio américaine, John McEnroe, en pleine promo pour un livre, a déclaré que Serena Williams, même si elle est la meilleure joueuse de l'histoire, elle ne serait qu'à la 700e place mondiale si elle jouait sur le circuit masculin. Serena Williams a réagi sur les réseaux sociaux en demandant à son compatriote de la laisser tranquille. Elle a rappelé qu'elle n'a jamais joué contre un joueur classé sur le circuit masculin. Et la joueuse qui a mis sa carrière entre parenthèses, parce qu'elle attend un enfant, s'est affichée à la une de Vanity Fair. Voilà. Elle est plutôt belle. L'enfant qui est attendu pour l'automne. Voilà. Et le monsieur qu'on a vu en smoking, c'est le monsieur d'Adam? C'est le monsieur, c'est un monsieur des start-up. Ouais. Voilà, c'est son compagnon. Compagnon. Voilà. Oui, son C'est fiancé. le père de l'enfant. C'est le père de l'enfant. D'accord. Oui, officiellement. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous vous souvenez, lundi, mon collègue Jean-Sébastien Fernandez vous a montré le marathon du Mont-Blanc avec des enfants. Et moi, j'ai la version adulte. Ce qui s'est passé ce week-end avec un grand monsieur aussi de la montagne. 2271 coureurs au départ à Chamonix pour le 42 km. Au menu, 2730 mètres de dénivelé du trail dans le massif du Mont-Blanc. Et victoire de Kilian Jornet, sa 4e victoire en 4 participations. 3h45 d'effort pour l'Espagnol. Ça fait à peu près du 11 km/h sur les pentes et les cailloux. Et Kilian Jornet est un extraterrestre de la course en montagne. Il a notamment réalisé au mois de mai 2 ascensions de l'Everest. Voilà, c'est un garçon qu'on suivra. Et il fait que ça, lui. Il court. Il fait aussi du ski alpinisme. Il monte des montagnes, une fois qu'il est en haut, il redescend. Il remonte la suivante. Voilà, exactement. Ce serait pas mal qu'on aille tester le trail avec lui. Avec lui? Non, oui. Attention. Moi, non, mais il serait loin devant. Voilà. Oui. Il faut déjà penser à ça. Ah oui, c'est ça. Vous allez lui voir le short de dos. Sophie Pignal vous encourage à vous engager dans quoi? Dans l'armée. Ah là, oui.
sais, des trucs que vous n'avez pas fait. J'ai pas fait, j'ai fait les 3 jours en une journée. Moi. Eh ben voilà. Voilà les jeunes. Alors terre, air, mer ou alors la gendarmerie. L'armée française recrute dans de nombreux métiers et à tous les niveaux. Vous allez voir ça, tous les niveaux de formation. Gros plan sur ces offres-là. En 2016, la Défense a intégré 26 000 jeunes pour des postes militaires, mais aussi civils. Le ministère de la Défense est un des principaux recruteurs de l'État et son principal atout est de permettre à un jeune, quel que soit son niveau de formation, d'obtenir un premier contrat et de faire carrière par le biais de la formation continue et de la promotion interne. Regardons la carte. C'est du soleil pratiquement partout. Les centres de recrutement du ministère de la Défense couvrent l'ensemble du territoire et accueillent ceux qui ont la vocation de servir comme soldats. Parmi les armées qui recrutent, la Marine nationale créée en 1626 par Richelieu, Premier ministre de Louis XIII, puis de Colbert. L'armée de l'air, beaucoup plus récente puisqu'elle a été officialisée en 1934. Et une branche bien spécifique de l'armée de terre, celle des sapeurs-pompiers de Paris. Aujourd'hui, la Marine nationale a pour mission de contrôler l'espace maritime français sous la mer, sur la mer et au-dessus de la mer. Chaque année, elle recrute pour cela plus de 3500 jeunes de 16 à 29 ans, de la 3e à Bac+5, 200 officiers, 760 officiers mariniers, 1860 matelots, 500 volontaires, 220 mousses. Parmi les métiers les plus recherchés, celui de mécanicien naval, technicien avionique ou encore matelot opération. La marine recrute via des contrats différents de 1, 4, 8 et 10 ans selon les postes. Si vous souhaitez vous informer sur les métiers proposés, sur le processus de recrutement, eh bien, rendez-vous sur le site êtremarin.fr. Si les avions de combat ont fait leur apparition en France au début du XXe siècle, c'est la loi du 2 juillet 1934 qui a donné naissance à l'armée de l'air en tant qu'armée à part entière. Une armée qui a un plan de recrutement ambitieux, puisqu'elle prévoit l'intégration de 3000 jeunes par an jusqu'en 2020. Elle recrute dans plus de 50 métiers. Elle engage des jeunes avec ou sans expérience professionnelle et assure la formation militaire ainsi qu'une formation professionnelle rémunérée. Des stages de formation continue permettent ensuite de progresser. Pour découvrir les métiers, voici le site internet de recrutement de l'armée de l'air, air-touteunearmée.fr. Plus proche de notre quotidien, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est une unité de l'armée de terre mise à la disposition du préfet de police. Elle est chargée de la protection des biens et des personnes et de la lutte contre les incendies sur Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les aéroports de Paris-Orly et de Roissy-Charles de Gaulle. Elle est en pleine période de recrutement et souhaite intégrer 800 nouveaux sapeurs-pompiers. Alors, nul besoin de passer un concours pour intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Tout le monde peut tenter sa chance à condition d'avoir une bonne condition physique et de se préparer pour réussir l'ensemble des épreuves de sélection. Il est toutefois demandé d'être de nationalité française. Les contrats proposés vont de 1 an à 10 ans et sont renouvelables. Vous souhaitez postuler à l'une de ces offres? Eh bien, rendez-vous sur le site de Télématin. Notre partenaire Météo Job vous indiquera la marche à suivre. Très belle journée à vous. Merci Sophie. Direction Rome maintenant. Ah tiens, puisqu'on parlait de chiens justement, ça n'est pas un hasard. On va retrouver là-bas François Baudonnet. Et François va vous parler d'une plage un petit peu particulière. C'est une plage où non seulement on accepte les chiens précisément, mais d'une certaine façon, sur cette plage-là, ils sont, comment dire, obligatoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire obligatoire, François? Bonjour. Oui, bonjour William, effectivement, vous avez raison, sur cette plage, les chiens sont obligatoires. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les vacances scolaires, les vacances des écoliers italiens ont commencé il y a 15 jours déjà, c'était le 8 juin, donc les plages italiennes sont bondées, il y a énormément de monde, et les Italiens ont les mêmes problèmes que les Français, ceux qui ont des animaux ont parfois du mal à partir en vacances. Et bien là, près de Rome, à une vingtaine de kilomètres de Rome, pas très loin de l'aéroport, eh bien, on a trouvé la solution avec cette plage qui est pour chiens. C'est pour ça que nous disions plage obligatoire avec des chiens. Alors cette plage s'appelle Bau Beach. Alors beach, c'est du formidable italien, c'est
évidemment de l'anglais, mais bao, ça veut dire wa, hein, en italien. Un chien ne fait pas wa wa, mais il fait bao bao. Regardez ce reportage donc sur cette Bao Beach que nous avons réalisé avec. Ah ouais. Bao, bao, bao. Il faut savoir, il faut traduire. Non, bao, bao. Traducteur automatique, voilà. C'est un reportage qui est signé Alexandra Lay. Au bord de la Méditerranée, à quelques kilomètres de Rome, les chiens sont ici chez eux. Comme les êtres humains avec qui ils acceptent de partager leur parasol, ces toutous italiens profitent aussi des joies de l'été, des rencontres, sous un soleil écrasant. C'est un endroit magique. Les chiens courent en liberté, les gens sont gentils parce que tout le monde est fan des chiens. Et donc personne ne s'énerve s'il vous éclabousse ou s'il court sur votre serviette. C'est vraiment très chouette. Ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas peur qu'ils s'échappent. En plus, si les chiens vont trop loin dans la mer, eh bien, le sauveteur peut les ramener. Et oui, sur cette plage, tout est conçu pour le bien-être de la jante canine. Avec restaurant, où chacun a sa gamelle, un petit bain pour ceux qui ont peur des vagues, sans oublier bien sûr une bonne douche tiède avec shampoing que les toutous acceptent bon gré mal gré. Il est vraiment plus facile de s'occuper des chiens que des enfants. Les enfants, ils sont vraiment casse-pieds. Bon là, madame, tout est affaire de goût. Cette plage est en tout cas une victoire pour l'association qui la gère. La loi italienne interdit les chiens sur les plages. Il a donc fallu se battre auprès des autorités et ça a marché. La plage a ouvert il y a quelques semaines et on s'y presse déjà de toute l'Italie. Difficile de dire qui des chiens ou de leurs maîtres en sont le plus satisfaits. Plus généralement, François, quel rapport entretiennent les Italiens avec leurs animaux domestiques ? Alors il y a une relation, on va dire, plutôt fusionnelle. Il y a 7,5 millions d'animaux domestiques en Italie. Alors on voit comme en France d'ailleurs beaucoup de chiens, beaucoup de chats. Vous savez, William, qu'il y a beaucoup de chats sauvages dans les grandes villes. C'est le cas ici, par exemple, à Rome. Et puis depuis quelques mois, je dirais, la cause animale est rentrée en politique. Parce qu'au moment de Pâques, Silvio Berlusconi a posé, je dirais, avec un agneau de Pâques. Ici, plus qu'en France encore, l'agneau de Pâques est une véritable tradition. Et Silvio Berlusconi s'est mis du côté des animaux. Et il a d'ailleurs participé à la création d'un parti animaliste. Il a ensuite été suivi par d'autres hommes politiques. Alors évidemment, ils se sont dit que ces 7,5 millions d'animaux domestiques, c'était peut-être 7,5 millions de bulletins de vote. Et ça a plutôt bien marché. Aux dernières élections, le parti de Silvio Berlusconi a obtenu de bons scores. Et donc voilà, la cause animaliste, c'est peut-être quelque chose dont les hommes politiques français pourraient s'inspirer, William. Oui, il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux, c'est vrai. Merci beaucoup, François. À bientôt, cette semaine ou la semaine prochaine. La revue de presse de Patrice Romden, c'est tout de suite. On l'a dit hier avec Patrice Romden à peu près à la même heure. Un certain nombre de journalistes parisiens font le canard depuis quelques jours. Couac, ils cherchent des couacs. Est-ce qu'ils en ont trouvé? Peut-être, faut voir. Ouais, la presse cherche l'affaire, la bonne grosse affaire, vous savez, celle qui débusquera le méchant, celle qui confondra l'anguille. Celle qui ébranlera le stratège, celle qui fera vendre aussi. Ah oui, alors l'anguille, le stratège, tout ça, dans l'esprit d'une certaine presse, c'est Emmanuel Macron. Alors il y a eu l'affaire Ferrand, le Modem, bon, un peu manqué. Il y a eu le couac un peu rikiki, Hulot travers sur les pesticides, ça a duré 1 heure. Il y aurait la présidence jupitérienne, là encore, ça reste assez vague. Et ce matin, l'affaire Las Vegas, comme le titre Libération, Las Vegas, le retour. Alors, je vous explique que lorsqu'il était ministre des Finances, Emmanuel Macron est allé à Las Vegas pour une soirée à la gloire des start-up françaises. Et ce voyage, selon Libé, eh bien, n'a pas été organisé dans les règles de l'art. Procédure d'appel d'offres pas tout à fait claire, d'où la suspicion de favoritisme. Or, il se passe, deuxième étage de la fusée, que l'organisation du voyage ne fut autre que Muriel Pénicaud, l'actuelle ministre du Travail, qui présente aujourd'hui même son projet de loi du même nom,
loi travail, projet dont Libération a déjà dit tout le mal qu'il y en pensait. Voilà donc où on en est ce matin. Alors, moi, je vais vous parler d'une autre affaire, l'affaire des écrans. Vous connaissez l'affaire des écrans, non? Ça concerne la santé publique. Il y a dans chaque foyer français plus de 6 écrans. 6,4 très précisément, c'est le nombre moyen. Et comme vous êtes sans doute dans la moyenne, eh bien, vous devez lire l'enquête du Monde intitulée « Écran, la grande déconnexion parents-bébés ». Cette enquête dit l'essentiel de ce que nous pressentons, à savoir que les écrans sont associés à une ribambelle de troubles du sommeil, troubles de l'attention, de la vision, de l'apprentissage, sans oublier qu'ils induisent un déficit d'activité physique, parce que forcément, quand on est avachi devant son écran, on n'est pas en train de faire des tours de piste au stade du coin. Quand vous dites écran, c'est tout compris. Hein. Tous les la écrans. télé, le smartphone, la tablette, etc. Absolument. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure que pas 6 écrans de télé, hein. J'en viens précisément à la télé à un moment, vous allez voir. Il y a dans cette enquête quelques chiffres qui font peur et qu'il n'est pas difficile de relier entre eux. D'abord, 75% des 6-36 mois manipulent quotidiennement des écrans, c'est-à-dire 3 sur 4. À passer l'âge de 2 ans, ils sont 92% à manier des écrans. Donc quasiment tout le monde. Pour les scientifiques, il ne faut pas chercher plus loin l'explication d'un phénomène que confirment les orthophonistes. Depuis quelques années, les demandes de bilan pour retard, absence de langage, troubles de la relation, de la communication ou de l'oralité ne cessent d'augmenter. Alors, on pourrait croire... On pourrait même être tenté de mettre tout ça sur le seul dos des écrans nouvelle génération, portables, smartphones, tablettes, mais on aurait tort, vous en parliez à l'instant William, la télé elle aussi est coupable, ou plutôt ceux qui en abusent. Les études soulignent que les bébés les plus exposés à la télé se montrent ensuite moins autonomes, moins persévérants et moins habiles socialement. Trop de télé augmente aussi le risque de devenir le bouc émissaire en classe et c'est d'autant plus problématique que le respect et l'estime de soi sont ancrés dans la petite enfance. Et puis alors, petit malus supplémentaire, le temps passé sur écran entraîne beaucoup moins d'empathie. Voilà, quand vous aurez lu tout ça dans le Monde, vous serez sans doute tenté de suivre les conseils du psychiatre Serge Tisseron qui a inventé la règle 3, 6, 9, 12. Alors 3, 6, 9, 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'écran avant 3 ans. De 3 à 6 ans, un peu de télévision, mais avec papa ou maman à proximité. De 6 à 9 ans, pourquoi pas la console de jeu, à condition que l'enfant soit demandeur. C'est pas la peine, s'il ne demande rien, de le tenter. Et pourquoi pas aussi un petit peu d'Internet, mais pour apprendre des choses, pas seulement pour jouer. Et puis enfin, attendre 12 ans pour autoriser votre enfant à s'inscrire sur les réseaux sociaux. Je pense à Facebook, mais attention, vous devez connaître les codes d'accès pour pouvoir garder un œil sur la page du gamin. Et puis, peut-être aussi le plus dur, on va revoir la dernière photo que je vous proposais, donner l'exemple, comme le suggère donc la photo qui illustre le dossier du Monde. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà, elle dit l'essentiel aussi de nos pratiques. Voilà, 2 parents avec une poussette qui s'occupent plus de leur smartphone que du bébé. Et cette photo est signée Jean-Michel Sicot. Merci beaucoup. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. 39% de femmes élues à l'Assemblée. Pas une femme à la tête du groupe. Pas de femme au perchoir, pas de femme à Matignon, pas de femme d'une manière générale au poste à responsabilité. Donc à La République En Marche, il y a des femmes, mais elles n'ont pas les manettes. Ça vous choque ou pas? À La République En Marche, déjà, on est 47% de femmes. Donc on va au-delà du nombre que vous avez annoncé à l'Assemblée nationale. Et il y a des femmes qui auront des postes à responsabilité. Pour les présidences de commission, qui ne sont pas des petits postes au sein de l'Assemblée nationale, nous, nos candidats, on présentera autant d'hommes que de femmes. Donc ça veut dire qu'il y aura une féminisation qui va être très visible au sein de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce qu'on vient de voir dans ces premiers jours, à savoir, je parlais de Matignon, je parlais du perchoir, je parlais des présidences des groupes, qui sont systématiquement incarnées par des hommes. Pour la jeune femme que vous êtes, il n'y a rien de choquant. Vous ne dites pas, allez, il y a encore un peu de chemin à faire. Ah si, il y a encore du chemin à faire, ça c'est une évidence. Après, vous savez, il y a eu des votes qui ont eu lieu, je pense notamment pour la présidence de l'Assemblée nationale, où nous, dans notre groupe, on présentait 2 hommes et 2 femmes. Il y a eu un vote, un débat, un vote à bulletin secret, et c'est un homme qui a été choisi. Il n'y a pas eu de consigne pour voter pour François de Rugy? Non, il n'y a pas eu de consigne pour voter pour François de Rugy, je vous assure. C'était un vote à bulletin secret qui a eu lieu. Il a été élu dès le premier tour. Je pense vraiment qu'il y a eu une adhésion au projet qu'il a présenté. Je
retiens ce que vous avez dit en début de réponse. Ça veut dire qu'il faut un rééquilibrage pour les présidences de commission. Ce sera fait, en tout cas, c'est ce que vous allez défendre. C'est ce qui a été fait puisque nous avons voté jusque tard hier soir, nous, en réunion de groupe, de manière à ce qu'il y ait justement autant d'hommes que de femmes en présidence de commission, parce que c'est un enjeu, évidemment, parce que si on a une assemblée qui est si féminisée, il faut aussi que ça se ressente dans les postes à responsabilité, comme vous l'avez souligné. Aucun député de La République En Marche n'a l'esprit frondeur. Ça, c'est une phrase qui est signée Jean-Paul Delevoye. Il s'avance un peu, il faut attendre les 5 ans. Mais est-ce qu'ils ont au moins droit, les députés, à l'esprit critique ? Ils ont droit à leur liberté et ils ont droit à un esprit critique, et je pense que c'est ce qui est même recherché. Je pense que La République En Marche, c'est pas une machine à faire élire, juste une machine à faire élire le président de la République ou des parlementaires. Il faut qu'on garde cette capacité à innover qui nous a été reconnue aussi pendant les campagnes présidentielles et les campagnes législatives. Donc il faut que ça continue. Après, si pour montrer sa liberté, il faut forcément venir sur un plateau de télévision pour montrer un désaccord, moi je pense que cette liberté, elle peut s'exprimer différemment, elle peut s'exprimer dans les débats parlementaires, elle peut s'exprimer dans les réunions de groupe. Ils n'auront pas le droit de venir à la télé ? Regardez, moi je suis bien vous êtes présente. porte-parole, vous êtes porte-parole. Mais vous savez, il y a d'autres personnes qui sont invitées. Et puis c'est vous qui choisissez qui est invité. Je dis juste que ce qu'on a vu dans les dernières années, je suis pas sûre que ça ait servi d'ailleurs l'ancien président de la République ou que ça ait servi la réussite de son quinquennat et la réussite du pays. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait des gens qui avaient besoin de démontrer un désaccord et de le démontrer publiquement plutôt que d'essayer en interne justement d'infléchir une politique. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que nous, on a un projet qui était le même pendant la campagne présidentielle que pendant la campagne législative. Et on a été élus sur ce projet, donc on a envie de le porter. Donc nous, la question, c'est plutôt d'essayer d'aller extrêmement vite. Quand vous demandez aux parlementaires de La République En Marche, ils vous interrogent moins, ils parlent moins du comment que du quand. Ils ont envie que les choses bougent et bougent très vite. Juste une petite règle très pratique. Ils auront le droit, les députés de La République En Marche, quels qu'ils soient, de venir, par exemple, parler aux journalistes, salle des 4 colonnes, ou est-ce qu'il y a des règles ? Parce qu'on a vu qu'à l'issue du Conseil des ministres, par exemple, les ministres étaient désormais plutôt discrets et les journalistes tenus à l'écart. Est-ce qu'en tant que porte-parole, vous allez fixer des règles pour savoir qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit de s'exprimer ? Mais c'est pas une caserne. Clairement, et C'est ça bien ne de le dire. doit pas le devenir. Donc les parlementaires sont libres de leur expression, ils ont été élus et donc ils sont légitimes évidemment pour s'exprimer sur les sujets qu'ils estiment importants. Est-ce que vous avez été choqué par l'attitude de la France insoumise hier ? Alors Jean-Luc Mélenchon dit il y avait les sans-culottes, il y aura désormais les sans-cravates. Il refuse ce code qui est imposé aux parlementaires, qui est le port d'une cravate. Ça a l'air anecdotique, mais ça ne l'est pas. Ça démontre une volonté de s'opposer sur tous les sujets. Ça vous a choqué ? Ça, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand François de Rugy a été élu président de l'Assemblée nationale, ils sont restés assis, alors qu'il y a quand même une tradition républicaine qui veut que le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui en plus a donné un discours qui n'était pas un discours politisé, on se lève, ne serait-ce que pour l'applaudir. Ils sont restés de manière ostensible assis. Je pense notamment à François Ruffin, qui était assis juste à côté de François de Rugy. Qu'est-ce que ça raconte, à votre avis ? Je ne sais pas ce que ça dit d'eux. Je pense en tout cas que ce n'est pas respectueux de leurs électeurs. Et le côté, nous, on est là pour représenter la France populaire, donc on ne se met pas de cravate, je pense que c'est même une insulte à la France populaire. Au contraire, les gens, justement, ils ont envie de solennité. Ils n'ont pas envie qu'on se serve d'eux comme prétexte pour venir débrayer au sein de l'Assemblée nationale. Ça a des codes, ça a des règles. Peut-être qu'il faut en changer certaines, d'ailleurs. Lesquelles ? Mais peut-être sur des procédures, par exemple parlementaires, de manière à aller plus vite. Mais sur celle-ci, c'est pas si anecdotique que ça. Vous entrez dans un lieu qui est chargé d'une histoire particulière que vous devez respecter et vous devez l'incarner, ce lieu aussi. Et je pense qu'on est en partie élu pour ça. Vous étiez ému hier ? Oui, bien sûr, c'était mon premier vote, la première fois que je siégeais dans une assemblée qui était pleine, qui est très vite assez bruyante d'ailleurs, donc c'est assez impressionnant dans cette assemblée qui est plus petite en fait quand on est à l'intérieur que l'image qu'on peut en avoir à l'extérieur. Et donc oui, évidemment, il y avait beaucoup d'émotions. Éviter le brouhaha dans les séances, ce sera aussi l'une des consignes que vous avez passées aux parlementaires ? Je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on ne s'entend plus sinon dans l'hémicycle et on a besoin d'avoir des débats qui soient sereins. Une question très précise. Est-ce que le président de la République va venir s'exprimer dans le Parlement réuni en congrès ? C'est lui qui décidera s'il le fait ou non. Moi, je pense en tout cas qu'il a toute légitimité, évidemment, pour venir présenter son action et son plan d'action pour le quinquennat. Alors, la Cour des comptes va annoncer un dérapage budgétaire. C'est une information du Canard enchaîné de 9 milliards d'euros. Est-ce que les baisses d'impôts pourraient être reportées pour tenir les objectifs en termes de déficit ?
On doit tenir la trajectoire budgétaire qui est la nôtre et qu'on a annoncée parce qu'on a des engagements vis-à-vis de nos partenaires européens. Donc on ne peut pas tout de suite démontrer qu'on va dériver parce que c'est souvent ce qui s'est passé. Surtout vu ce qu'on veut avoir en termes de cohérence budgétaire, notamment avec l'Allemagne. Donc on a besoin de garder cette cohérence, cette trajectoire budgétaire. Par contre, quand je pense par exemple à la baisse des cotisations sociales pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, ça fait partie de l'ensemble du projet qui sera présenté dans les 18 mois qui viennent sur la rénovation du modèle social. Donc ça, clairement, on va le maintenir parce que c'est quelque chose qui est important sur le fait de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais ça veut dire qu'il va falloir ajuster le programme présidentiel, les promesses d'Emmanuel Macron en fonction de ces 9 milliards qui feraient défaut dans le budget ? Dans le programme présidentiel, il y avait aussi un vrai programme à la fois d'investissement et un programme de réduction de la dépense publique. Donc justement, ça, on va le maintenir. Ce projet, il était financé, il était budgété, et c'est sur ce projet qu'on a été élu. Donc il ne doit pas être ajusté, il ne doit pas être modifié, il doit être mis en œuvre. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron, qui a été ministre de l'économie, que Jean-Yves Le Drian, qui était quand même un poids lourd du précédent gouvernement, Alexis Collère, qui a été ancien directeur de cabinet de Pierre Moscovici, puis d'Emmanuel Macron à Bercy, découvrent l'état des finances publiques et ce fameux trou de 9 milliards qui aurait été laissé par leurs prédécesseurs? En tout cas, il y a un rapport qui a été commandé. Ce rapport va faire foi sur la sincérité des comptes qui ont été validés à l'issue du quinquennat. Et c'est sur cette base-là aussi qu'on peut définir de manière sereine une trajectoire budgétaire. Mais ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que ça ne doit pas servir d'excuse pour ne pas tenir les promesses présidentielles. On doit absolument mettre en œuvre le projet présidentiel. C'est pour ça qu'on a été élu. Il va falloir qu'on le mette en œuvre le plus rapidement possible parce que c'est ce qu'on attend de nous, d'avoir des résultats rapides. Et en tenant les déficits, ça va pas être facile. Hein. Et on va y arriver. Bon, c'est tout notre on verra objectif. Bien. Allez, merci beaucoup, Aurore Berger. C'est à vous, William. Le but de la start-up dont nous allons parler maintenant avec Laura du Web, c'est d'aider la recherche contre les cancers. Là, il s'agit, vous allez voir, d'un projet qui rejoint les initiatives dont on avait déjà parlé avec vous ici il y a quelques temps pour permettre aux femmes qui sont atteintes de ces maladies-là de se regarder et de se trouver belles malgré tout, malgré la maladie. Alors là, c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est porté par une jeune femme qui elle-même a été atteinte d'un cancer et qui n'a pas trouvé ce qu'elle souhaitait au moment où elle était en plein traitement. Elle s'est dit, qu'est-ce qui peut m'aider? Alors là, c'est pas uniquement vous rendre plus belle, c'est aussi des vrais traitements pour faire repousser plus vite vos cheveux, vos sourcils. Et elle s'est dit aussi, en fonction des différents traitements et en fonction des femmes, tout le monde ne réagit pas pareil. Jusqu'à présent, il y avait une petite trousse unique qui vous aidait à vous remonter le moral, mais qui ne traitait pas finalement des problèmes au quotidien. Elle ne trouvait pas de réponse, donc elle a tenté d'apporter des réponses. Bien sûr, elle reverse une partie des bénéfices aux associations. Elle a créé même une ligne de sweatshirt pour montrer qu'elle était combattante et que les femmes pouvaient l'être aussi. Elle a apporté une touche de glamour. C'est pour ça qu'on voit, c'est ça. Ensemble, soyons fortes, oui, c'est ça. Et quand vous allez voir cette jeune femme, Charlotte, vous ne pouvez être que sous le charme et son initiative est juste impressionnante. Nous sommes allés la rencontrer. Mister K, c'est une start-up solidaire. Solidaire, pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est vraiment une partie collection de prêt-à-porter, avec des sweatshirts, des t-shirts, donc comme celui que je porte, et des bracelets, dont une partie des bénéfices est reversée à la recherche contre le cancer. Et l'autre partie qui est vraiment dédiée aux malades du cancer, c'est des box beauté, des écrins qui regroupent tous les essentiels pour s'accompagner pendant la maladie. J'ai été malade en 2013. J'ai eu un cancer de l'ovaire à un stade très avancé. J'ai eu 1 an et demi de chimio, donc largement le temps d'apprivoiser le combat. Et en fait, pendant mes traitements, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un manque d'infos terrible et surtout un manque de modernité sur le sujet. Donc une fois qu'on m'a dit que j'étais en rémission, je me suis dit que j'allais un peu transformer la réalité. Quand j'ai constitué les box, je me suis dit, je vais faire 3 thématiques vraiment pour femmes, ciblées en fonction des traitements. Donc il y a un thème cheveux et sourcils, un thème pieds et mains et un thème visage et corps. Alors pourquoi 3 thèmes? Parce que moi, par exemple, j'ai pas perdu mes cheveux. Et je me suis dit, si je fais une box qui regroupe tous les produits, ça sert à rien parce que certaines vont se sentir discriminées puis auront plein de produits pas utiles. Il y a vraiment donc, des produits adaptés. Par exemple, il y a un soin qui s'appelle le revitalage, qui est extraordinaire, qui permet d'aider à la repousse des cils et même d'empêcher la chute. Et après, il y a des produits pour prendre soin des ongles, donc le vernis qui va bien pour protéger ses ongles des UV, etc. Enfin, vraiment, c'est que des produits adaptés, mais dans un écrin qui ne fait pas penser maladie.
Les réactions sont très positives. Déjà, l'avantage, c'est que j'avais fait une campagne de financement participatif sur Internet pour lancer mon projet. Donc pour l'amorçage, ça a été génial parce que ça a permis de tester tout de suite l'idée et l'engagement, et ça a eu une résonance instantanée. Et au fil de l'eau, je vois que la communauté et même les nouveaux clients qui font pas partie de la communauté, c'est pas sectaire, communauté, c'est vraiment un engagement, plus de bienveillance, me porte tous les jours un peu plus. Parce que je parle du cancer autrement aussi. Alors oui, prêt-à-porter et accessoires aussi. Hein, exactement, des petits bracelets. Et c'est vrai qu'elle parle du cancer autrement et qu'elle a voulu apporter une touche de modernité. C'est réussi. C'est un franc succès sur Internet et elle crée effectivement une communauté qui se retrouve et qui dit, viens, on dédramatise et en apportant cette touche un peu de glamour, on se sent moins malade. Et elle est impressionnante. Enfin, elle a une énergie incroyable. Elle a un visage d'enfant. Elle a quel âge? Elle a à peine 30 ans. Et une box, ça coûte combien, là? C'est dans les 30 €. D'accord. Merci Laura, à tout à l'heure. Je n'attendais que Non, il le fait mieux. Pour démarrer, je savais bien que j'allais vous faire peur. Je m'en doutais un peu. Pour démarrer cette page spéciale dédiée aux 375 ans de la ville de Montréal, nous allons tout de suite rejoindre un de nos cousins du Québec. C'est notre correspondant régulier ici à Télématin, notamment pour la séquence du samedi. C'est un monde. Alors, un tel anniversaire ne pouvait pas se fêter sans d'abord un petit cours d'histoire. Et c'est ce que va vous proposer maintenant Claude Deschênes. Bonjour Claude, comment ça va? Bonjour William, bienvenue à Montréal et très heureux de voir que vous vous intéressiez à notre ville à l'occasion de son 375e anniversaire. C'est un anniversaire un peu biscornu, 375 ans, mais nous, on a beaucoup de raisons de célébrer. Par exemple, le 17 mai dernier, jour de la Fondation de Montréal, la ville a offert à ses citoyens un beau cadeau, un nouveau pavillon dans le musée d'histoire et d'archéologie Pointe-à-Calière. Après de longues fouilles, on a découvert le lieu même où Montréal a été fondé, le fort Ville-Marie. Et je vous propose, dans cette première virée montréalaise, de remonter dans le temps en 1642. Voici les vestiges du fort Ville-Marie. C'est ici même que deux citoyens français de la Champagne, Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance, fondent Montréal le 17 mai 1642. On a choisi Montréal parce que c'était un lieu géographique extrêmement important à la confluence du Saint-Laurent, de l'Outaouais, un lieu qui était fréquenté par les Amérindiens qui apportaient leur fourrure vers Québec. De Maisonneuve et Jeanne Mance sont accompagnés d'une quarantaine d'engagés. Leur tâche est ardue et périlleuse. La mission de cette expédition, rien de moins que créer un monde nouveau. La mission de Montréal, c'était de fonder une colonie missionnaire pour convertir des Autochtones et les amener, les sédentariser en vivant avec les Français. On veut répandre la religion catholique, en particulier, dans le Nouveau Monde. Alors, les membres de l'élite, les aristocrates, les grands bourgeois sont prêts à mettre de l'argent. Et c'est ce qui va permettre de lancer Montréal. Les fouilles archéologiques menées ces dernières années par le musée Pointe-à-Calière ont permis de faire des découvertes inattendues. On a trouvé 300 000 artefacts, pas tous complets évidemment, mais ça nous a donné beaucoup d'informations sur qu'est-ce que les gens mangeaient, quelle était la faune et la flore à Montréal. Et on a réalisé que les Français qui étaient ici, qui étaient quand même des gens très modestes, vivaient malgré les grandes difficultés, c'est-à-dire les risques de guerre avec les Iroquois, réussissaient à manger de la viande, du poisson frais, ce qu'on n'avait pas à l'époque en France pour le même genre de population.
Alors là où ce sont des Montréalais, enfin des images de Montréal au 19e siècle qui se décomposent et les particules flottent dans l'air, alors sous forme de poissons, de flocons. C'est la mémoire des Montréalais qui circule et le collecteur de mémoire. William, on a beaucoup parlé des Européens dans le reportage, mais il ne faut jamais oublier que les Autochtones ont été là bien avant. Ils avaient découvert l'importance stratégique de ce lieu situé sur le bord du fleuve, au pied du Mont-Royal. Et c'est à partir d'ici, Montréal, qu'on a pu par la suite aller dans les pays d'en haut, sur le bord des Grands Lacs, et puis après, évidemment, aussi dans la vallée du Mississippi. Alors, Montréal est à l'origine de l'Amérique, ça, il ne faut pas l'oublier. Merci Claude. À bientôt dans Télématin, bien sûr. Et dans les galeries marchandes, grâce notamment au Festival Art Souterrain, on invite des artistes internationaux. Et le meilleur moyen de connaître la ville, c'est de passer par là parce que les œuvres nous racontent beaucoup de choses sur la ville. D'accord. Ou alors vous prenez un guide et là vous demandez à Laura du Web si elle en a trouvé un. Oui, plutôt de charme en plus. De charme, c'est-à-dire. Oui, c'est Laure qui était parisienne et qui est partie s'installer à Montréal et qui a créé un site qui s'appelle Une Parisienne à Montréal, très bien fait, où justement elle vous apporte un nouveau regard sur la ville. Elle va aller, par exemple, vous faire découvrir les marchés éphémères qui sont à Montréal. Elle a des prismes, c'est pas un guide classique, vous avez resto, bar, sortie. C'est vraiment avec des prismes différents, les quartiers industriels. Elle vous fait découvrir des quartiers spécifiques de Montréal. Et elle a même un compte Instagram où vous pouvez la suivre et voir tout Montréal en photo. Merci Laura, tout à l'heure. Ceux qui sont allés en hiver à Montréal le savent. Et vous leur racontez en disant tiens, je suis passé à Montréal. Et ils vous disent oui, mais vous avez visité laquelle? Comment ça, laquelle? Mais laquelle ville? La ville normale ou la ville du dessous? Ah, ça c'est intéressant. Ferme les yeux et tout s'emballe. Nos regards glissent sur Montréal. Besoin d'un renouveau brutal. Toi, moi, brûlant. La ville normale, vous allez la voir au cours de ces reportages. Et puis la ville du dessous, c'est quoi? C'est le métro, c'est les galeries marchandes. Pourquoi on est là? Parce qu'il fait froid là-haut, donc on vit un peu en bas. C'est un réseau souterrain, mais qui a une fonction pratique, pas seulement ça. Vous l'avez bien résumé, William, c'est quand il fait froid, effectivement, on va se réfugier dans ces galeries marchandes. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler du métro sans parler des galeries marchandes, parce que c'est parce que le métro est né qu'on a voulu se raccorder d'un point à un autre, et c'est comme ça que ces galeries marchandes sont nées. Aujourd'hui, le métro de Montréal compte 68 stations et les galeries marchandes, c'est un parcours de 32 km. Alors, ce n'est pas le seul au monde, il y a Tokyo qui en a un, Toronto également, mais par contre, c'est le premier et c'est le plus vaste au monde. C'est-à-dire quoi? C'est parallèle au métro? Il y a les galeries marchandes sont à côté ou dans le prolongement? Si vous voulez, à chaque fois qu'on a construit un immeuble à Montréal, on a voulu le raccorder par un réseau souterrain au métro ou pour pouvoir se balader dans la ville. On peut faire tout ce parcours, on peut manger, on peut aller au cinéma, on peut aller à la piscine, on peut faire du hockey, on peut faire ses courses, on peut aller voir un musée sans sortir le bout du nez à moins 45 degrés comme on le dit dans le reportage. Alors le mieux pour faire connaissance avec ce réseau souterrain, c'est d'y parler d'œuvres d'art. Parce qu'à la base, quand le métro est né dans les années 60, le maire de la ville s'est dit ok, on va construire un métro, mais on va faire de ce métro le plus beau du monde. Donc on va y implanter des œuvres d'art et on va demander à un architecte de construire une station de métro, à un autre d'en faire une autre, etc., etc. Et parallèlement à ça, il y a aussi dans ces galeries marchandes des œuvres d'art. Donc je vous propose de les découvrir et de déambuler avec moi entre le métro et les galeries marchandes. Bonjour Frédéric. Bonjour Myriam, bienvenue dans le réseau souterrain. Merci. Le réseau souterrain, c'est 32 km de couloirs qui réunissent l'ensemble des plus gros édifices du centre-ville de Montréal. Il faut savoir qu'en hiver, à Montréal, il peut faire jusqu'à moins 45. À la place des arts, on trouve des écrans vidéo qui sont mis à la disposition d'artistes pour y présenter des œuvres qui sont en connexion d'un écran à l'autre et qui forment des mosaïques magnifiques. Bonjour
Benoît. Bonjour. Alors c'est ça la première œuvre du métro de Montréal? Et oui, tout à fait. Donc, la première œuvre officiellement inaugurée en 1967, donc il y a 50 ans. Cette œuvre raconte l'histoire de la musique à Montréal. Et l'artiste, en fait, c'est Frédéric Bach, un Alsacien d'origine qui est venu s'installer au Québec dans les années 50. Il y a une série complète de personnages. Ça commence avec Jacques Cartier, le fameux découvreur du Canada. Alors, ce qui est intéressant, c'est un peu le côté hétéroclite de l'ensemble de ces œuvres. Il y a autant un pan du mur de Berlin que la fontaine de la place Riopelle, qui est sur la partie supérieure, et nous, on est juste en dessous. I had a dream. L'œuvre de Michel Goulet regroupe 17 pages murales sur lesquelles il y a 60 000 prénoms, qui sont les noms qu'on retrouve le plus facilement à travers le monde et qui expriment le principe d'intégration, d'ouverture, de multiculturalisme au sein même de la métropole. Alors, c'est la plus récente œuvre dans le métro de Montréal. C'est un échange culturel avec le métro de Bruxelles, donc une œuvre de l'artiste Adrien Lucas. Et lorsque le soleil se lève à Bruxelles, il est minuit à Montréal, d'où le titre de l'œuvre, Soleil de minuit. Raphaël Sotolicchio est un artiste qui agit habituellement sur toile et sur dessin. Et là, en l'occurrence, il était invité à faire une murale qui représente un peu les symboles du centre de commerce mondial, mais avec un côté beaucoup plus humaniste. L'ensemble des œuvres qui sont dans l'espace public sont des repères pour les Montréalais, des repères historiques. C'est un moyen extraordinaire de mettre à disposition l'art contemporain auprès des citoyens et de les encourager à mieux comprendre ce qu'est notre culture et aussi de se questionner par rapport à leur société, des œuvres qui questionnent l'espace. Voilà pour la ville souterraine. Il faut rappeler que quand on a tourné, il faisait beau. Enfin, ça va. Quand on est sorti dedans, on n'est pas obligé de mettre ça. Non, la chapka. Juste quand même pour info, dans le métro, ce sont des artistes juste montréalais. Et dans les galeries marchandes, grâce notamment au Festival Art Souterrain, on invite des artistes internationaux. Et le meilleur moyen de connaître la ville, c'est de passer par là parce que les œuvres nous racontent beaucoup de choses sur la ville. Avec Charlotte Bouteloup, on va s'intéresser, comme on le fait d'habitude, au cinéma. Mais vous le savez probablement, le cinéma canadien est très riche. Et le cinéma québécois en particulier. Acteurs, réalisateurs qui comptent, mais aussi des festivals de cinéma, des studios qui sont de plus en plus prisés. Les uns contre les autres, et vivent les uns avec les autres, se caressent. Du cinéma qui s'exporte très bien, notamment en France et pour cause, on parle la même langue. Et là, il fallait un expert, une sorte de guide là aussi. Qui nous a expliqué pourquoi le cinéma, le Canada était une véritable plaque tournante du cinéma mondial. Pour vous faire une idée, chaque année au Canada, plus d'une centaine de films étrangers sont tournés, dont 2 tiers sont américains. Dans le jargon du cinéma outre-Atlantique, les Américains appellent le Canada le Hollywood North, littéralement le Hollywood du Nord. Il faut expliquer pourquoi ils vont là-bas. Mais c'est ça, il y a deux raisons. La première, elle est économique. Le coût du travail est moins cher, le niveau du dollar canadien est plus bas, les crédits d'impôt imposés pour les producteurs, et puis surtout une législation beaucoup moins stricte sur les conditions de travail, notamment des techniciens. La seconde explication, et c'est peut-être la plus heureuse et la plus importante, c'est le talent. Ils ont beaucoup de talent, énormément d'infrastructures, qui donne envie aux Américains et aux Français en particulier de venir. Ils sont très bons aussi, les Canadiens, en effets spéciaux et on appelle ça la post-production. On a un gros film qui va sortir chez nous bientôt, c'est le prochain film de Luc Besson, Valérian, qui a été tourné évidemment à la Cité du cinéma chez nous. Il y a tout ce qu'il faut. Mais chez nous, c'est la sienne d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais les effets spéciaux, la post-production a été entièrement faite au Canada. Si je vous parle de la saga X-Men, l'Oscarisé The Revenant avec DiCaprio, tout ça, ça a été tourné là-bas. Alors, évidemment, c'est vrai qu'il y a les infrastructures et puis aussi les paysages. Toronto, Vancouver, mais aussi les montagnes rocheuses, Montréal. C'est-à-dire que les Américains
préfèrent parfois reconstituer entièrement la ville de New York à Toronto que de tourner à New York parce que c'est moins cher. Donc, alors, on peut aussi difficilement parler du cinéma canadien sans parler du cinéma québécois. On a des artistes absolument fantastiques. Le premier qui nous vient tout de suite comme ça, c'est Xavier Dolan, le jeune prodige de 28 ans. Il ne faut pas oublier aussi Denis Arcand. Vous vous souvenez, le déclin de l'Empire américain, les invasions barbares. Il y a Denis Villeneuve, il y a énormément de talents là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré une encyclopédie vivante du cinéma. Il est historien, il est critique de cinéma, il a été directeur des cahiers du cinéma, Jean-Michel Frodon, qui va lui nous dire un petit peu quels sont les cinéastes qui comptent, les 2 festivals de cinéma très importants, Vancouver et Toronto. Pourquoi les Américains y vont à ces festivals-là? Parce qu'ils n'ont pas de festival de cinéma, les Américains. Ils ont Sundance ou ils ont Tribeca. Quand ils ont une grosse production, un blockbuster à lancer, ils vont où? Au Canada. Rencontre avec Jean-Michel Frodon. Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous. Bonjour. Si je demande aux spécialistes, à l'expert cinéma que vous êtes, les 3 ou 4 plus grands films canadiens. Le plus grand réalisateur canadien, à mes yeux, et comme aux yeux de beaucoup de monde d'ailleurs, c'est David Cronenberg, évidemment. Avec tout de suite ce petit problème qui est que la moitié au moins des films de Cronenberg sont plutôt des films américains, des États-Unis, que des films du Canada. Et Cronenberg lui-même insiste beaucoup, il est canadien, il dit ce que je fais, aucun Américain ne le ferait. Moi je citerais peut-être History of Violence. Après, il y a toute une palette extrêmement ouverte de réalisateurs canadiens, mais surtout québécois. Oui. La plus grande richesse du cinéma canadien est québécoise. Et québécoise. Alors, on ne peut pas parler du Québec sans parler du jeune prodige, 28 ans, Xavier Dolan. Ça fait longtemps que le Québec n'a pas connu un phénomène comme lui, non? Oui, mais moi je dirais que ça fait longtemps que le monde n'a pas connu un phénomène comme lui. Il apparaît de temps en temps, quelqu'un qui est, on pourrait dire, un surdoué du cinéma. Il se trouve que c'est au Québec, il y a des endroits dans le monde où il peut y avoir des gens très doués, mais on ne le saura jamais. Là, il y a un environnement qui concerne le cinéma, qui donc a fait place au premier pas de Xavier Dolan. C'est incontestablement un grand cinéaste d'aujourd'hui, mais autour, il y a une scène artistique du cinéma québécois qui est plus diverse et plus riche que ça. Il faut qu'on parle aussi des 2 grands succès de Denis Arcand. Le déclin de l'Empire américain. L'Empire américain et les invasions barbares. Arcand, il est intéressant parce qu'il a une première carrière que personne ne connaît, assez passionnante, et de documentariste et de cinéaste militant, et il fait ces films qui ont été beaucoup aimés par beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'on parle du Hollywood North? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène particulier qui s'appelle Toronto. La ville de Toronto s'est dotée d'un festival immense qui est devenu aujourd'hui un des plus grands du monde. Qui compte autant que Cannes ou que Venise, que Berlin? Oui, parce que c'est le seul grand festival sur le continent nord-américain. En fait, il n'y a pas de grand festival aux États-Unis. Mais à Toronto, il y a d'autres choses. Il y a une cinémathèque, il y a un immense bâtiment qui est dédié au cinéma et qui fonctionne toute l'année. Il y a au Canada, sur la côte ouest du Canada, un autre grand festival, le Festival de Vancouver. Il y a une infrastructure, il y a des universitaires qui travaillent sur le cinéma, il y a tout un environnement, on peut dire artistique et intellectuel, et économique. Tourner aux États-Unis, c'est très cher. On est obligé d'embaucher des tas de gens, y compris dont on n'a pas besoin, parce que c'est la réglementation sur place. Et ils se sont débrouillés, spécialement à Toronto, aussi à Montréal, pour reconstituer par exemple New York. Et nous voyons beaucoup de films qui se passent à New York et qui en fait sont tournés soit à Montréal, soit à Toronto. Merci beaucoup Jean-Michel. C'est la Bible, hein, sur le cinéma canadien. Il y a aussi des acteurs, des actrices canadiens et canadiennes dont on ne sait pas qu'ils sont canadiens. Tellement ils tournent aux États-Unis. Ryan Gosling, Jim Carrey, Rachel McAdams. Ils sont canadiens. Et Donald Sutherland. Oui, qui habite dans ma rue. Beaucoup. Que je n'ai jamais croisé. J'aimerais bien le croiser. Et oui, il vient de temps en temps à Paris. Je le lance, ça m'appelle. Et quand il vient à Paris, figurez-vous qu'il habite à côté de chez Charlotte. C'est ouf. Quand même ça, cette affaire. Il le savait. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être Dieu. N'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Spécial Montréal dans Télématin aujourd'hui pour les 375 ans de cette belle ville-là. Est-ce que vous saviez qu'il y a quelques années, la ville avait été distinguée ville UNESCO du design? Pourquoi elle avait reçu ce titre-là, cette ville? Alors,
d'abord, ce titre, il se demande. Ah Donc, bon en fait, oui, on demande à l'UNESCO d'être désigné ville design UNESCO. Oui, mais il faut présenter un dossier. Il faut avoir des Exactement. Et c'est critères, un quoi. dossier avec des critères très compliqués. Et je dirais que le critère qui ressort le plus, c'est la créativité. Parce qu'on peut être ville design dans le cinéma, gastronomie, littérature, musique, art numérique. Donc, eux, ils ont postulé pour le design. Moi, je dis que c'est une évidence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une ville qui, on va dire, depuis les années 60, a subi une sorte de modernité ou a provoqué une sorte de modernité. Et ça se sent dans l'urbanisme, ça se sent dans la façon que la ville a eue de se placer, de se déplacer. Alors, années 60, il y a quand même Paye, l'architecte qui a fait... Oui, qui a Le fait... Paye du Louvre, le Paye de Le notre Paye, qu'on leur prête, pendant qu'ils nous ont prêté plutôt après, Ouais, parce ouais. qu'il construit une tour, la Tour Marie, et c'est un petit peu le début de cette modernité. Modernité, ça va avec design, ça va avec créativité, ça va aller vers l'avenir. Alors, vous savez que Saint-Étienne, quand même, chez nous, fait partie des villes design UNESCO. Ça motive d'avoir cette appellation-là. C'est pas un label, c'est vraiment une désignation. Et je trouve que ça aide aussi designers, architectes, artisans d'art sur le terrain. On a rencontré la chef du bureau du design de Montréal. Elle est formidable. Elle les aide beaucoup. Regardez. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Sylvie, bienvenue à Montréal. Montréal, c'est une ville qui, a priori, dégage pas nécessairement d'homogénéité. Elle a été faite par plusieurs cultures, les Anglais, les Français, puis ensuite beaucoup d'immigrations successives qui viennent avec finalement toutes leurs références culturelles, leurs idées du beau. Ici, c'est plutôt le patchwork, c'est la mosaïque et il faut rentrer dans les différents quartiers, italiens, chinois, portugais, etc., pour découvrir de la cohérence et des esthétiques particulières. Tout a commencé il y a 50 ans, Expo 67, Habitat 67. C'est le début de l'histoire du design. C'est en effet le début en tout cas de la modernité. Tout était possible et l'idée du progrès, etc., était très, très enthousiasmante. Ce projet qui fut extraordinaire, Expo 67, qui a attiré à Montréal plusieurs designers et architectes de partout dans le monde, ça nous a ouvert au monde. Habitat 67, ça a été un projet qui a été fait par Moïse Savdi, qui utilisait des techniques de fabrication industrielle. Donc, ce sont des cubes qui sont superposés les uns aux autres. Ces nouvelles méthodes de construction amenaient une nouvelle esthétique et rendaient possible, finalement, un nouveau type d'habitat et un nouveau type d'architecture. Pourquoi le design dans le cas de Montréal? On a 25 000 designers dans différentes disciplines, beaucoup d'institutions, le Centre canadien d'architecture, des musées, etc. Donc, il y avait un potentiel extraordinaire autour de cette industrie. Et ce que l'UNESCO a souhaité, c'est nous donner un incitatif pour accélérer notre développement autour de ce secteur-là. Donc, c'est plus un projet, une aspiration à être une ville UNESCO de design qu'une consécration. Dance me to your beauty with a burning violin. Je pense que le rôle des designers aujourd'hui est de non seulement d'offrir des beaux environnements, mais des environnements inspirants qui permettent aux êtres humains qui sont de plus en plus concentrés dans les villes de grandir. Le design doit vraiment être partout, mais il doit surtout contribuer au mieux-être des citoyens. Dance me to the end of love. Ils ont pas mal de choses. Il y a eu l'Expo universelle en 67, et puis quoi? Il y a eu des Jeux Olympiques. Il y a eu les Jeux Olympiques, et puis là, donc, il y a toujours ce mouvement dans le design. William, je voulais juste vous dire merci. Alors juste, hein. Merci au nom de tous les designers français internationaux pour tout ce que vous avez fait pour eux. Ah oui. Et merci pour moi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Sinon, Et vous je n'auriez vais pas, pas pleurer, sinon, vous n'auriez pas de boulot si on ne parlait pas de tous ces gens-là. Mais c'est grâce à vous. Voilà.